Et bonsoir à tous, merci d'être venus. Ce soir, on a la chance, on va parler d'intelligence artificielle avec Rodolphe Gelin, qui est un des spécialistes français de la question. Alors, vous présentez rapidement le parcours de Rodolphe Gelin. Donc, Rodolphe Gelin, il est ingénieur. Il a fait pont et chaussée à Paris. Et en parallèle de cette école d'ingénieur, il a fait un DEA d'intelligence artificielle avant d'intégrer le prestigieux commissariat à l'énergie atomique, le CEA, pendant 20 ans sur les questions d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle. Puis, il est parti à Aldébaran, travailler sur le robot Roméo. Alors, c'est pas celui qui est sur l'affiche, celui qui est sur l'affiche, c'est Nao. Et depuis quelques années, 4 ans, 5 ans, il travaille maintenant chez Renault, expert en intelligence artificielle chez Renault. Et il va nous parler de, est-ce qu'on doit avoir peur de cette intelligence artificielle ou pas? Réponse dans 45 minutes, 1 heure. Et puis après, vous pourrez évidemment lui poser vos questions. Et si vous voulez en savoir plus, il y aura même son livre qui vous attend à la sortie. Ce qui me permet de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette soirée, déjà qui est organisée dans le cadre de la Clermont Innovation Week. Je remercie donc Clermont Métropole, représenté ce soir par son vice-président, Monsieur Morvan. Évidemment, la mairie de Clermont qui nous aide. Les Volcans, la librairie qui fait ce partenariat pour les livres, le département du Puy-de-Dôme. Et puis le projecteur, l'association Le Projecteur, toutes les caméras que vous voyez là, c'est parce que la conférence est filmée. Vous pourrez retrouver la conférence sur notre site. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne dans les remerciements. Et puis l'association, je l'ai dit, Pascal, découvreur de futur. Mais pour l'heure, je laisse la parole à Rodolphe Gelin. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction et merci aussi pour l'invitation. Je suis très flatté de prendre la suite de tous ces grands noms. Je suis un peu moins célèbre que tous. Et merci aussi de me faire revenir en Auvergne où voilà, c'est une région que j'adore. C'est là où j'ai commencé à faire de la moto et où j'ai découvert ce que c'était que les belles routes où on pouvait prendre du plaisir à rouler. Et donc je suis vraiment très très heureux d'être là. Alors, je vais vous parler de cette intelligence artificielle dont, en effet, on entend beaucoup parler en ce moment avec le fameux chat GPT et aussi avec certaines autres IA dites génératives, donc ces IA, ces intelligences artificielles qui créent des dessins, des textes, même des musiques, on en parlait tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous parler, et donc moi, mon travail chez Renault, depuis que je suis arrivé chez Renault, le projet dont je m'occupe, ça tombe assez bien, il s'appelle Confiance.ai, je vais vous le présenter un petit peu. C'est justement comment on peut faire confiance à l'IA. Et donc, première étape, pourquoi ne ferait-on pas confiance à l'IA? Alors, ma présentation va être en 2 grandes parties. Il y a une première partie où je vais vous expliquer ce que c'est que l'IA, parce que bon, j'imagine que tous, vous avez une idée très claire de ce que c'est, de comment ça marche, mais quand même, on va réviser un peu pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et puis, on ira ensuite, on verra les petits travers que forcément cette intelligence artificielle, du fait même de la façon dont elle est faite, a. Et puis après, on verra comment on peut essayer d'y remédier. Alors cette dernière partie est un peu plus technique, un peu moins rigolote, mais bon, je pense que c'est quand même bien d'en parler pour vous dire que voilà, on n'est pas démunis face à toutes les inquiétudes qu'on peut avoir face à cette intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA? Alors normalement, voilà, ça, je vais un peu casser, alors je ne sais pas si c'est l'image que vous en avez, mais l'IA, c'est juste une façon de programmer des ordinateurs. Donc c'est, voilà, je ne sais pas combien d'entre vous programment ou a programmé, mais l'intelligence artificielle, ça n'est que ça. Ce ne sont que des programmes informatiques qui tournent sur des ordinateurs comme ceux que vous avez dans la poche ou sur votre bureau. Voilà, il n'y a rien de plus que ça. Ça peut être des plus gros ordinateurs que ce que vous avez sur votre bureau. Ça peut être des programmes plus compliqués que ce que vous avez dans votre téléphone. Mais dans le principe, la nature, c'est exactement la même chose. Et seulement la particularité de ce qu'on voulait faire avec cette intelligence artificielle, enfin quand je dis on, j'entends bien on, c'est pas nous, moi j'y étais pas encore, c'est qu'on voulait voir comment on pouvait simuler la façon dont l'intelligence, dont l'homme raisonne, dont l'homme prend des décisions. C'est en ce sens-là qu'on a appelé ça une intelligence. Jusqu'à présent, les machines, comme les ordinateurs, faisaient beaucoup de calculs. Alors le fameux Pascal, que je cite beaucoup, a inventé la Pascaline, qui était la première machine à calculer. Et donc, les ordinateurs, pendant très longtemps, n'ont été que des améliorations de cette Pascaline, où on fait des opérations. En fait, on programme des opérations qu'on va répéter. C'est le principe d'un algorithme. Un algorithme, on lui donne une espèce de formule pour arriver à faire partir d'un point de départ à un point d'arrivée, à une donnée d'entrée et puis à la donnée de la sortie. Donc là, toute la suite d'instructions est écrite. Donc ça, c'est comme ça qu'on a programmé les ordinateurs pendant très très longtemps. Et là, ce qu'on voulait faire, mais il y a parfois des fois où on ne sait pas écrire la suite d'opérations qui va permettre de passer d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc par exemple, si vous voulez imaginer une suite d'opérations pour reconnaître ici le visage de Luke Skywalker,
qu'est-ce qu'on va faire comme opération pour décrire Luke Skywalker? Comment on va, est-ce qu'il faut prendre la couleur du nez, multiplier par 3, ajouter la couleur de l'œil, etc. Vous voyez, c'est très difficile d'avoir une formule mathématique qui permet de passer directement de « je vois cette photo et j'en déduis que c'est Luke Skywalker ». Alors c'est ça qu'on a voulu en partie aussi modéliser avec cette fameuse intelligence artificielle. On n'a pas une solution qui décrit comment atteindre l'objectif et donc on va inventer d'autres choses. Et donc, il y a donc derrière ça, on va trouver des techniques qui sont un peu spécifiques, qui sont et que je vais vous décrire après. C'est une IA qui est basée sur les règles. Donc, on va expliquer à un système, par exemple. Alors, les exemples de règles bien connues, on les verra après. C'est voilà, si vous toussez, c'est peut-être que vous avez la grippe. Si vous toussez, que vous avez de la fièvre, etc. Donc ça, c'est des règles. Et puis l'autre grande famille d'intelligence artificielle, c'est celle qui est basée sur les données, celle qu'on connaît un peu plus, où on va lui donner des exemples, des tas d'exemples, et à partir de ça, on va lui montrer des tas de photos de Luke Skywalker, et à partir de ça, elle pourra reconnaître une nouvelle photo de Luke Skywalker. Et alors pourquoi cette IA s'est tellement développée depuis les années 50 ? C'est parce qu'elle permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas faire avec l'informatique classique dont je vous parlais. Cet algorithme basé sur cette informatique basée sur les algorithmes, elle ne peut pas, par exemple, reconnaître des images. Elle ne peut pas comprendre du texte. Elle ne peut pas régler des problèmes du type jeu d'échecs. Voilà, ça, on peut pas avoir une formule. Si vous avez une formule qui vous dit comment battre votre adversaire aux échecs, ça serait pas mal. Et on pourrait, voilà. Et ça, vous voyez bien que ça ne marche pas. Il n'y a pas de formule. Donc pour ça. C'est ce qu'on appelle les combinatoires. Il y a énormément de solutions. Donc, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Donc, tout ça, l'intelligence artificielle est la seule solution pour régler ces problèmes. Donc, ce sont des problèmes qui sont compliqués, mais qui sont bien expliqués. Expliqués comme, il y a des règles de jeu d'échecs, et donc, il faut trouver la solution dans ces contraintes des règles du jeu d'échecs. Il faut... j'ai perdu déjà mon deuxième slide. Ma flûte. Ah non, c'est parce que je recule, pardon. Voilà. Alors en revanche, l'IA n'est pas un petit bonhomme qui vit dans votre ordinateur. Et ça, c'est bête à le dire, je sais que personne n'y croit que c'est ça. Mais il y a une espèce de marketing de l'intelligence artificielle qui dit posez la question à l'intelligence artificielle. Et donc on va transformer un objet, un programme, un logiciel en une espèce de petit bonhomme, dit Siri, OK Google. On va parler à ce logiciel de la même façon qu'on parlera à une personne. Et petit à petit, on développe l'idée que y a un petit bonhomme, une petite intelligence. De la même façon qu'on dit une intelligence, on parlait des ovnis, il y a une intelligence extraterrestre. Alors quand on dit intelligence extraterrestre, on pense à des êtres extraterrestres, et quand on dit intelligence artificielle, on serait tenté de dire c'est une existence artificielle. En fait, non, c'est vraiment bien un logiciel. Ça peut pas régler n'importe quoi, ça peut pas régler tous les problèmes de la Terre. Et puis voilà. Et en tout cas, et ça n'est certainement pas un personnage qui veut prendre le pouvoir sur la réalité. J'ai fait beaucoup sur l'humanité. J'ai fait beaucoup d'exposés sur les robots aussi. Et bien sûr, on a tous en tête le Terminator. Cette intelligence artificielle n'a pas de raison propre de prendre le pouvoir sur l'humanité. N'oubliez pas, alors c'est une image qu'on prend souvent, l'intelligence artificielle n'est qu'un marteau. Et un marteau n'a pas envie de faire autre chose, il n'a pas d'envie. Un marteau, il plante des clous parce qu'on lui prend et on l'utilise pour taper sur des clous. Mais c'est tout. Il n'a pas un jour, le marteau ne va pas dire non, je veux être un tournevis ou j'en ai assez de taper sur des clous. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est un objet, un outil qui est dans les mains d'êtres humains. Il n'a pas de volonté propre. Voilà. Alors, petit exemple de ce que c'est qu'une base de règles, une intelligence à base de règles, c'est ce qu'on appelait les systèmes experts dans les années 80. Moi, quand je faisais de l'intelligence artificielle, quand j'ai commencé là par ce débat dont Nicolas parlait, c'était beaucoup ça. C'était des bases de règles. Et donc, là, ce qu'on voulait, c'était typiquement, on manque de médecins dans les campagnes, et donc on va avoir un ordinateur qui va analyser les symptômes. Un très bon médecin, genre Dr Who, va décrire tous les symptômes qu'il connaît. On va décrire toutes les maladies et tous les diagnostics qui ont été faits par le passé. On va mettre ça dans un ordinateur. Et l'ordinateur, lui, n'oubliera jamais rien. Il pensera à tout. Et du coup, il pourra prendre des diagnostics extrêmement compliqués parce que ça sera une mémoire extraordinaire. Donc, voilà. Donc là, l'idée, c'était de programmer d'une part ce qu'on appelle la base de connaissances. Donc vous allez remplir dans cette base de connaissances un médecin, donc un expert du métier va dire voilà toutes les règles qu'il faut savoir pour être un bon médecin. Et puis après on aura un moteur, ce qu'on appelle un moteur d'inférence. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai essayé de faire le plus possible mes slides en français, mais
mais transparent, enfin mes diapos en français, mais il y a quelques textes qui m'ont échappé. Et donc, on va dire, et ce moteur d'inférence va aller analyser toutes les règles, voir celles qu'on peut déclencher, les enchaîner les unes à la suite des autres pour prendre la décision qui est finale. Alors, comme je travaille actuellement chez Renault, beaucoup de mes exemples seront basés sur l'automobile. Par exemple, une voiture automobile, une voiture autonome, elle est basée essentiellement sur des systèmes à base de règles. Donc alors on peut parler de machine learning, de deep learning, il y en a un peu, mais le gros, pour qu'une voiture prenne des décisions, c'est comme nous. Hein. S'il y a une voiture devant, je ralentis. Si je suis trop près, je ralentis. Si je suis au-dessus de la limitation de vitesse, je ralentis. S'il y a un stop, je m'arrête. Vous voyez, la façon dont on conduit une voiture, c'est beaucoup des règles. Et donc le plus simple, c'est quand même de donner ces règles du code de la route à une voiture et puis de lui demander d'appliquer ces règles. Donc ça, ce sont les systèmes experts. Alors, on peut qui se déclinent dans d'autres types de par exemple le jeu des échecs. Au début, c'était programmé de cette façon-là. On donnait les règles du jeu des échecs, et puis le système voyait si sur chaque pièce, il pouvait essayer chaque coup autorisé, voir où ça le menait, puis après voir si l'adversaire fait un autre coup. Et on essaye tous les coups que pourra faire l'adversaire, et puis après moi à mon tour tous les coups. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une combinatoire, parce que moi j'ai 50 coups possibles, l'adversaire il a lui-même 50 coups possibles en face de mes 50 coups, ça fait déjà 2500 coups possibles, et puis le cours d'après, ça fait 50 puissance 3, etc. Et donc on a une explosion combinatoire, et c'est là-dedans que cette intelligence artificielle-là va être capable de trouver les meilleures solutions pour vous battre à tous les coups. Ça, c'était avant. Bien sûr, après, ça a fait des progrès. Hein. L'intelligence artificielle, les intelligences qui jouent aux échecs et au Go ne fonctionnent plus exactement comme ça, mais dans le principe, c'est comme ça que ça avait été codé au début. L'autre intelligence à base artificielle qui est basée sur les données, c'est celle qui est la plus populaire aujourd'hui. Hein. C'est ce fameux machine learning, le deep learning, l'apprentissage machine. Donc c'est un système qui va être basé, comme je vous le donnais, sur des données. C'est-à-dire on va montrer des tas d'exemples de ce qu'il faut prendre comme décision, et le système va être capable de vous prendre la décision. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un système qui va reconnaître une marque de voiture. Alors évidemment, vous allez dire, il suffit de regarder le logo qui est devant la voiture pour savoir si c'est une Ferrari ou une Renault. Certes. Après, il faut reconnaître le logo. C'est pas évident. Et puis, il y a des fois où on ne voit pas le logo. Et donc, comment on va faire pour reconnaître une voiture si on ne voit pas le logo qui est dessus? Eh bien, on va montrer des tas de photos de Ferrari, des tas de photos de Renault, et on va dire, ça c'est une Renault, ça c'est pas une Renault. On va lui apprendre de cette façon-là. Donc là, mon système, je lui montre une photo d'une voiture rouge, il dit c'est pas une Renault. Je lui montre une photo de Renault, il me dit ça c'est une Renault. Eh bien, c'est là qu'on utilise un réseau de neurones. Le réseau de neurones, il va être utilisé pour apprendre à reconnaître une Renault d'une pas Renault. Donc tout ça, et ce réseau de neurones, on va voir un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est assez bête la façon dont ça fonctionne, à la base. C'est pour ça qu'on peut le comprendre tous. Après, ce que je vous montrerai, c'est qu'il y a des déclinaisons qui font que ça devient difficile à comprendre. Mais dans le principe, c'est assez bête. Vous rentrez à un bout l'image de votre voiture. Vous savez que chaque image, en fait, c'est des petits points qui sont les uns à côté des autres. Hein. Vous savez, c'est cette fameuse résolution. Là, les 4K qu'on a sur notre télé, c'est qu'il y a 4000 points. Et puis, voilà. Donc, toute une image, elle est composée de tas de petits points de couleur. Et donc, ce qu'on va donner à notre réseau de neurones, c'est tous ces points de couleur. Chaque couleur, en gros, c'est une valeur numérique qui va entre, mettons, 0 et 256. Et chaque nuance de couleur va être une valeur. Et donc, si vous avez une image qui fait 1000 points sur 1000 points, vous avez 1 million de valeurs entre 0 et 256. Ça, c'est une image. Ça, maintenant qu'on est passé d'une image qui ressemble pour nous juste à comme un tableau de maître, on est passé maintenant dans le monde des chiffres, puisqu'on a 1 million de valeurs numériques. Et donc maintenant qu'on est dans le monde des chiffres, là, notre informatique, elle est contente parce que ça, elle sait le traiter. Alors comment elle le fait? Eh bien, elle va prendre une image que vous voyez là. Cette valeur, donc les 1 million de valeurs, on va prendre vont être envoyées dans notre réseau de neurones. Chaque valeur est envoyée, chaque valeur du neurone est envoyée dans un neurone supplémentaire. Et chaque neurone, il fait qu'une seule opération, il multiplie la valeur qu'il a reçue par un poids, par une valeur. Donc ici, vous voyez tout en haut, le neurone I28, le 128, pardon, il va recevoir une valeur qui est la valeur du pixel, donc du point qui est en haut à gauche. Il va le multiplier par le poids qu'on voit là qui est 0,3 et il va donner une valeur. C'est tout ce que fait un réseau de neurones. On va faire juste ça. On lui donne une valeur, il le multiplie et le résultat il l'envoie
au neurone d'après. Et pour chacune des valeurs de mon image, je vais faire pareil. Le deuxième, je vais le multiplier par 0,05, le troisième par 0,02, par des valeurs au début qui sont complètement aléatoires. Je mets n'importe quoi comme valeur dans mes poids, et puis donc je multiplie mes valeurs de pixels par des valeurs qui valent n'importe quoi, et j'obtiens un résultat. Je fais la somme de tout ça. Si cette somme elle est assez grosse, eh bien je la fais passer telle quelle. Si elle est petite, je la fais pas passer. Bon, en l'occurrence, là, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc, je fais la somme de tous ces neurones-là, donc du poids, des valeurs multipliées par les poids. Je passe ça à la sortie. Et puis, si la sortie, elle est petite, elle est en dessous de 0,5, je dis c'est pas une Renault. Et si la valeur est plus grosse que 0,5, je dis c'est une Renault. Tout ça est complètement subjectif, hein, je suis d'accord avec vous. Les poids, ils viennent de n'importe où. 0,5, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on décide ça comme ça. Et puis là, on s'aperçoit que le système dit c'est pas une Renault. Alors qu'au début, c'était une Renault. C'est pas un hasard. C'est quand même une chance sur deux pour que, comme on a fait n'importe quoi, on trouve n'importe quoi à l'arrivée. Et c'est là, en fait, que tout va se jouer. Et c'est là que les mathématiques, les vraies, commencent à intervenir. C'est que le système va dire, je me suis trompé, alors je vais corriger mon erreur. Et c'est ça qu'on appelle la rétropropagation, backpropagation en anglais. Je vais corriger mes poids. Je me suis dit, si là je me suis trompé, j'aurais dû trouver Renault, ça veut dire que la somme que j'ai trouvée là est trop petite. Et donc je vais grossir mes poids. Et donc je vais aller corriger tous mes poids. Alors c'est là où j'ai une formule mathématique qui va me dire comment modifier chacun des poids de façon assez subtile pour corriger mes poids de telle façon que la prochaine fois, j'arriverai à trouver une meilleure valeur. Donc hop, je corrige. Je dis, tiens, mon 0,3, il faudra qu'il soit un peu plus gros. Mon 0,5, il faudra aussi qu'il soit un petit peu plus gros. Voilà. Et donc, je corrige tout ça. Et donc, bien sûr, si je m'arrête là, si je remets cette image-là, forcément, là, cette fois, j'aurai la bonne solution. Sauf que je ne peux pas m'arrêter à un exemple. Le jour où je vais montrer une autre photo de Renault, une autre Renault, et à ce moment-là, les nouveaux poids que j'aurai calculés ne marcheront pas. Donc, il faudra à nouveau recorriger les poids. Et c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va refaire des tas et des tas d'apprentissages. On va montrer des millions et des millions d'images de Renault et de pas Renault pour réussir à régler des poids qui feront que, sur tous les exemples que j'aurai montrés, les poids permettront de trancher si une photo de Renault est bien reconnue comme une Renault et une photo de pas Renault est bien reconnue comme une photo d'une marque concurrente. Vous voyez que tout ça est complètement idiot. C'est purement mathématique. Je ne dirais pas que ce qui est mathématique est idiot, mais vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'intelligence là-dedans. Alors l'intelligence, elle est de comment on règle les poids. En revanche, ce réseau, il n'a toujours pas compris ce que c'est qu'une Renault ou pas. Il a juste dit, moi, pour qu'on arrête de me gronder et de dire que je me trompe, je vais mettre ces poids-là. Et puis une fois que je serai comme ça, on arrêtera de me taper sur la tête et de me demander de changer mes poids, donc je vais faire ça. Donc vraiment, vous voyez, c'est une machine qui est assez bête, hein, puisque juste, elle va se corriger pour qu'on arrête de lui dire qu'elle se trompe. Et grâce à ça, alors évidemment, si on met qu'une couche, comme je vous l'ai dit là, comme je vous l'ai montré, ça marche pas. Hein, on n'arrivera jamais à trouver les poids. À chaque fois qu'on va changer une photo, on va rechanger tous les poids et on va pas, comme on dit, converger vers des poids qui font que ça marche sur des tas d'images. Pour que ça marche sur des tas d'images, il faut avoir des tas et des tas de neurones. Alors ici, on trouve déjà qu'il y a beaucoup de neurones. Sur les très gros modèles de langage du type de ceux de ChatGPT que vous connaissez, il y a des centaines de milliards de neurones. Donc on est vraiment dans des ordres de grandeur qui sont complètement hors de notre compréhension humaine. Mais tout ça est optimisé par un algorithme qui lui-même va trouver quelle valeur donner à tous ces poids. Et c'est comme ça qu'on finit par converger vers des poids qui vont donner des résultats qui sont très spectaculaires. Alors, en fait, on s'aperçoit quand on creuse un peu comment fonctionnent ces réseaux à la fin de leur apprentissage. Donc c'est ça qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire calculer ces poids, corriger ces poids pour que, à la fin, une image soit correctement classée, en l'occurrence, par le réseau de neurones. Et donc quand on creuse un peu, quand on voit ce qui se passe, petit à petit, le réseau va se mettre en place pour extraire dans les premiers niveaux de neurones, aller extraire des choses qui sont intéressantes dans l'image, par exemple des coins, par exemple des formes circulaires. Bon, tout ça est fait de façon automatique. Hein. On n'a pas dit au système trouve-moi des ronds, trouve-moi des coins. C'est tout ça, l'apprentissage va le trouver automatiquement. Et après, les derniers niveaux vont dire, en utilisant les points, les angles, les couleurs que j'ai vus, je peux dire que c'est une Renault ou que c'est pas une Renault. Oui, tout ça est assez opaque, et c'est pour ça qu'on reproche souvent à ces systèmes-là de dire ils prennent une décision sans qu'on comprenne pourquoi. Vous voyez, là, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Et donc, entre
entre l'image qui rentre et la sortie, la solution est bonne. Mais si on demande au réseau, mais pourquoi tu as dit ça? Il dit, parce que j'ai multiplié tel pixel par telle valeur, et puis voilà, comme tu m'as dit de faire. Et donc, on ne peut pas lui demander de nous expliquer plus que ça. Et donc, ça, c'est un des reproches qu'on fait à l'intelligence artificielle, à cette intelligence-là, c'est qu'elle est incapable d'expliquer spontanément pourquoi elle a pris telle décision. Alors, on va voir que justement, il y a des solutions pour qu'elle s'explique. Alors, cette forme de réseau que vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle un réseau complètement connecté. Vous voyez, chaque réseau de chaque couche, alors ce qu'on appelle une couche, c'est une colonne en fait. Et puis là, vous voyez, il y a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 couches. Et on va mettre de plus en plus de couches si on doit aller trouver des systèmes de plus en plus compliqués, et puis de plus en plus de réseaux de neurones dans chaque couche. Et alors en fait, ça permet d'avoir des premiers résultats sur des cas simples. Mais bon, quand on commence à vouloir traiter des cas plus compliqués, par exemple les images, pour traiter des images, cette forme de réseau que je vous ai montré, là, entièrement connecté, des colonnes avec des liens entre chaque neurone de chaque couche vers tous les neurones de la couche d'après, ça marche pas très bien. Et donc, on va imaginer d'autres architectures de réseau. Alors, un truc qui a fait beaucoup de bruit, qui a été inventé par Yann Lequin, un Français dont vous avez peut-être entendu parler, qui travaille maintenant chez Facebook. Il a inventé un réseau convolutionnel qui va être une première façon de faire un premier filtre sur l'image pour en extraire des informations qui ont un peu de sens dans l'image. Par exemple, aller chercher des coins, des bouts de droite, des ronds. Et donc, cette première partie va chercher ça. Et donc, on a adapté l'architecture d'un réseau aux problèmes spécifiques qu'on voulait régler. Et donc, c'est ces fameux réseaux convolutionnels. Après, il y a une autre architecture qui est les encodeurs-décodeurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais c'est pour vous montrer que sur ce principe, et à chaque fois, dans chacune des couches, là je ne rentre pas, mais dans chacune des couches, on retrouve cette architecture avec des neurones dont je vous parlais, c'est-à-dire, on rentre une valeur, il le multiplie par quelque chose, et il renvoie la valeur, et ça va être additionné à d'autres, etc. L'encodeur-décodeur, je vais vous en parler juste un tout petit peu, parce que c'est ça qui aujourd'hui permet de générer des images. Ces fameuses images que vous avez vues, les fake photos qu'on voit, et c'est avec une mécanique comme celle-là. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné, on part d'une photo de voiture, et à la sortie, vous avez, c'est une Renault ou c'est pas une Renault. Donc on part d'une très grosse information, 1 million de pixels par exemple, pour arriver à une valeur qui vaut 1 si c'est une Renault, 0 si c'est pas une Renault. Donc on va plutôt dans la réduction de l'information. Comment un réseau de neurones, il peut, à partir de beaucoup d'informations, ou de peu d'informations, de recréer une image. Eh bien, donc, c'est avec des réseaux comme cet encodeur-décodeur. Cet encodeur-décodeur, vous avez une première partie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il y a une première partie du réseau qui va prendre l'image et qui va en extraire un résumé, qu'on appelle ici l'espace latent. Donc, il va résumer l'image sous une forme de vecteur, donc un ensemble de chiffres, alors qui sera beaucoup plus réduit. Vous partez d'une image où il y a 1 million de pixels, et il va vous trouver une signature, il va extraire une espèce de représentation de cette image sur 1000 valeurs. Donc il va être capable de résumer 1 million de pixels en 1000 valeurs. Et à partir de cette 1000 valeurs, on peut très bien dire, avec ça, tu vas faire une classification, dire si la somme des 1000 valeurs, c'est supérieur à 0,5, c'est une voiture, si c'est inférieur, c'est un camion. Bon, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est après repartir de ces 1000 valeurs et dire, reconstruis-moi 1 million de valeurs à partir de ça. Et donc là, on va partir à partir d'une petite signature, recréer 1 million de valeurs. Donc ici, en l'occurrence, 1 million de pixels, une image. Et pour faire l'apprentissage de ça, eh bien, on va rentrer une image ici à l'entrée, comme la photo que je vous ai montrée. On va lui dire, réduis-la, réseau de neurones, réduis-la dans 1000 valeurs. Et après, ces 1000 valeurs, expand-les, comment on dit en français, démultiplie-les pour avoir à nouveau 1 million d'images là, 1 million de pixels ici, 1 million de valeurs, mais je veux que ce qui sort ici soit exactement ce qu'il y avait à l'entrée. Donc l'apprentissage dont je vous ai parlé, là, cette rétropropagation, elle va comparer pixel par pixel l'image que j'ai ici, à la sortie, avec les images que j'avais à l'entrée. Évidemment, au début, ça sera n'importe quoi. Et puis petit à petit, à force d'apprentissage, on va avoir un système qui va prendre une image, il va la compiler en un système qui est 1000 fois plus petit, et après il va être capable de le développer en une image, un nombre de chiffres qui est 1000 fois plus gros, mais qui va à nouveau avoir un sens et avoir une image. Et ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez ici, dans cette partie à droite, là, la partie décodeur, vous avez de quoi générer une image à partir de rien. C'est-à-dire vous mettez n'importe quoi là, dans les 1000 valeurs qui sont là, et ça va vous générer une image qui peut être n'importe quoi.
Et donc, il peut être n'importe quoi. Alors, si votre image, elle est habituée à dessiner des voitures, en gros, quand vous allez mettre n'importe quoi là, ça va quand même ressembler à une voiture. Et toute l'astuce qu'on va voir après, c'est qu'est-ce qu'on met au milieu ici pour générer des images comme les fameuses fake photos qu'on voit un peu partout. Donc c'est ça, c'est cette mécanique-là qui permet de générer des images ou des textes aussi à partir de pas grand-chose. Bon, et après, je vais passer sur des architectures de réseaux récursifs, des long short-term memory, les transformers, qui sont les derniers systèmes pour interpréter des images, et les perceivers. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est pour vous dire que tous les réseaux, toutes les 6 intelligences artificielles que vous voyez aujourd'hui qui font des trucs de plus en plus incroyables, c'est pas parce qu'on a pris un réseau de neurones comme celui-là et qu'on lui a fait apprendre beaucoup de choses. C'est qu'on a des intelligences humaines ont imaginé, et croyez-moi qu'il faut vraiment avoir de l'intelligence, ces architectures super compliquées de réseau pour qu'ils soient capables d'interpréter des choses de plus en plus compliquées comme du langage. Et donc, vraiment, derrière l'intelligence artificielle, il y a surtout beaucoup d'intelligence humaine et beaucoup d'autres choses que je vais vous montrer après. Voilà. Donc, ce slide-là, il est pour vous montrer que, en partant du réseau de neurones très simple, en fait, toute l'astuce, toute l'intelligence des chercheurs, c'est de trouver de nouvelles architectures de réseau pour résoudre des problèmes de plus en plus compliqués. Et on arrive à faire ces choses qui sont incroyables et qui marchent très très bien. Alors, vous voyez, dans le monde de l'automobile, quand je vous ai dit que dans la voiture autonome, il y avait des systèmes de règles, mais il y a aussi, au début, de la perception basée sur une intelligence artificielle à base de données. Et donc, nous, notre caméra, on va l'entraîner, on va lui montrer des tas de scènes routières, et on va lui dire, ça, c'est une voiture, ça, c'est un piéton. Donc, on va faire cet apprentissage, on va lui montrer, on va éplucher des millions et des millions d'images, de kilomètres, en lui disant, ça, c'est un vélo, ça, c'est un trottoir, ça, c'est un arbre, ça, c'est le ciel, ça, c'est un immeuble, etc. Donc, vous voyez, ce travail d'annotation, d'apprentissage, il est très, très long. Et après, en effet, notre perception dans la voiture est capable de vous dire, là, il y a la ligne qu'il faut suivre, là, il y a une voiture qui est trop près, il y a un vélo, attention, un piéton. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui embarquée dans les voitures modernes que vous achetez. Un exemple qui est très fameux. Alors là, vous me direz, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour faire ça, parce que nous, on le fait très facilement. Donc ça, on ne trouve pas une supériorité de la machine sur nous, parce que ça, on le fait beaucoup plus facilement que la machine. En revanche, on commence à avoir quelques exemples où on raconte que des radiologues, ils avaient raté un cancer sur une radio ou sur une IRM, et l'intelligence artificielle l'avait vu. Alors oui, ça y est, elle commence à être supérieure aux médecins. Il y a 10 ans, quelqu'un a écrit « Le métier de radiologue est mort parce que l'IA marche mieux ». 10 ans, les radiologues vont bien. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais je crois qu'ils sont en pleine forme. Alors c'est sûr que l'intelligence artificielle, comme pour les voitures, en fait, elle s'endort pas, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas énervée par son patient, par la personne qui lui parle à côté dans la voiture, et donc elle fait pas de faute d'inattention. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des bonnes surprises. Et là, on voit bien que cette intelligence artificielle, elle est là pour aider le radiologue et pas pour le remplacer. Et puis après, on arrive avec les images dont je vous parlais. Vous voyez, sur cet exemple de génération d'images, on a donné une image toute déchirée à l'IA et elle a été capable de reconstituer cette image de façon automatique. Ça, c'est un mode de programmation d'une intelligence artificielle aussi. On lui montre au début des images trouées avec l'image sans trou. Et donc, on va lui dire, quand je te donne cette image trouée, ça, c'est l'image que tu dois trouver à la fin. Et petit à petit, elle va apprendre à reconstituer des images trouées. Et puis, on va se retrouver après avec des images, avec des systèmes qui sont capables on lui donne juste une description littérale de ce qu'on veut voir. Et elle nous génère une image, soit BD, soit réaliste. Ici, on lui a dit, fais-moi une photo réaliste d'un chien avec des lunettes de soleil, un nœud papillon en train de faire du vélo. Eh bien, l'intelligence artificielle va générer ça. Nous, on dit, dessine-nous la Renault du futur dans l'espace. Et voilà, notre intelligence artificielle nous a dessiné ce truc-là. Et c'est magnifique. Donc ici, on a vraiment des performances que, vous voyez, un programme informatique classique n'arriverait jamais à faire. Donc, on a bien obtenu des choses. Alors vous allez me dire, l'utilité de dessiner des chiens avec des lunettes de soleil sur un vélo, c'est discutable. C'est une autre discussion qu'on aura après avec plaisir. Alors tout ça, ça passe quand même par des efforts humains, encore, qui sont très importants. Par exemple, pour cette fameux apprentissage dont je vous parlais, on a besoin de beaucoup de données. Et les données, en général, sont de très mauvaise qualité. Les données que vous récupérez dans la nature,
dans la nature, en tout cas dans vos systèmes informatiques, sont souvent très bruités. Donc ici, par exemple, ça, ce sont des données qu'on a mesurées sur un accéléromètre, qu'on met une centrale inertielle dans la voiture. L'accélération de votre voiture, eh bien, sur les 3 axes, donc accélération longitudinale, latérale et puis de haut en bas, eh bien, quand on regarde le capteur, c'est des mesures qui sont très très bruitées, comme vous voyez là. Et donc, évidemment, votre voiture, elle n'a pas fait ça. Même s'il y a des hoquets sérieux, que vous avez une Citroën et que le moteur marche pas bien, même ça fera pas ces soubresauts-là. Donc c'est dans la nature du capteur d'avoir des bruits, donc il faut les nettoyer. Et ici, vous voyez là, ici par exemple, on a perdu des données. Il y a eu un trou, je ne sais pas pour quelle raison, et donc il faut les nettoyer. Donc vous voyez, tout ça, et tant que moi j'ai pas des données propres, faire un apprentissage, ça n'aura aucun sens parce qu'on va apprendre sur des données où il y a des trous et donc ça marchera pas bien. Donc une fois que vous avez ces données, il faut les annoter comme je vous le disais, je vous l'ai décrit, il faut dire ça c'est une voiture, ça c'est une accélération qui va bien, ça c'est un problème de distribution, etc. Donc vous voyez cette partie, je t'explique intelligence artificielle, ce qu'il faut conclure à partir de ces données-là, c'est très long. Vous construisez un grand exemple une grosse base de données avec tout ça. Et puis vous allez utiliser 80% de cette donnée pour faire l'entraînement. Donc pendant 80%, vous allez dire voilà le signal que tu as en entrée, voilà la solution que tu dois trouver. Après, il y a 20% de ces données que vous gardez. Vous avez aussi la solution, mais vous les gardez pour vous. Vous ne le donnez pas à l'IA pendant l'apprentissage. En revanche, vous allez vous en servir pour l'interro à la fin, pour vérifier qu'elle a bien compris. Et donc là, vous pouvez, une fois que vous avez fait l'apprentissage avec 80% des données, vérifier sur les 20% restants que ça marche bien. Comme vous avez ce qu'on appelle la vérité terrain, c'est-à-dire la solution qu'elle doit trouver, vous pouvez contrôler que sur une nouvelle image qu'elle n'a jamais vue pendant l'apprentissage, elle est capable de trouver la bonne décision. Donc vous avez fait ça, et donc ça vous a pris beaucoup de temps, Et aujourd'hui, par exemple, on estime que 80% du temps passé à entraîner une intelligence artificielle, c'est nettoyer les données et les annoter. La partie trouver le réseau, faire l'apprentissage dont je vous ai parlé avant, qui est la partie la plus prestigieuse, la plus sexy pour un scientifique, eh bien, malheureusement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà. Et puis aussi, ça a un prix. C'est que, c'est qu'il faut des données, je vous en ai parlé. Il faut des gens pour nettoyer les données, pour les labelliser, et puis il faut de l'énergie. Pour faire tourner les ordinateurs qui vont faire l'apprentissage, surtout l'apprentissage, c'est gigantesque. Alors on dit qu'une carte GPU, donc une carte GPU, c'est une carte graphique processor unit. C'est une carte qui était à l'origine utilisée pour faire des jeux vidéo, c'est-à-dire pour faire des calculs très rapides, mais très simples, sur des images, pour faire un très bon rendu d'images vidéo. Il se trouve que ces cartes GPU qui ont été faites pour ça, pour le jeu vidéo, elles sont très utiles aussi pour faire tourner des réseaux de neurones. Et donc on s'arrache aujourd'hui, une société qui s'appelle Nvidia, qui était la spécialiste de la carte pour les jeux vidéo. Les amoureux de jeux payaient des fortunes pour avoir une carte Nvidia dans leur PC. Eh bien, en fait, Nvidia, aujourd'hui, il est riche, surtout à cause de l'apprentissage machine, beaucoup plus qu'avec les jeux vidéo, parce qu'il en vend énormément. Bref, donc une carte GPU, ça consomme 200 watts. Et un cerveau humain, en gros, on estime que ça consomme 20 watts. Vous voyez les watts, on commence à voir ce que c'est les watts. C'est la quantité d'électricité ou d'énergie qu'on va consommer. Donc une carte GPU va consommer 200 watts pour reconnaître qu'il y a une voiture dans une image, alors que notre cerveau, avec 20 watts, il fait beaucoup plus que ça. Non seulement il reconnaît qu'il y a une voiture, mais il sait qu'il faut freiner, il fait la conversation, il écoute la radio, il engueule les enfants. On fait tout ça avec nos 20 watts. Alors que l'ordinateur a beaucoup de mal à faire tout ça avec ses 200 watts. Bon, après, le numérique, si vous connaissez les chiffres, aujourd'hui, le numérique consomme 42% de l'énergie, 4,2% de l'énergie, 42% de l'énergie primaire mondiale. On estime que les serveurs informatiques vont consommer énormément 10% de l'informatique. Bon, et puis d'une manière, alors aussi, ça c'était un chiffre que j'ai participé à une formation qui s'appelle la fresque du numérique, qui est pas inintéressante. Quand on regarde ce que consomment les ressources, alors on dit toujours les serveurs, c'est méchant, les serveurs de Google et d'Amazon, c'est méchant. Mais en fait, quand vous regardez les ressources qui sont consommées pour le numérique, les serveurs, vous voyez, c'est 8%. Ça, c'est les ressources en matière première. Pour fabriquer, ça représente 8%. Les réseaux, donc tous les fils qui nous relient à ces réseaux, c'est 16%. En revanche, les équipements, ça, c'est ce qu'il y a chez nous. C'est-à-dire nos télés, nos ordinateurs, nos téléphones, ça représente 76% des ressources consommées pour le numérique. Donc c'est bien de dire que les autres sont méchants, mais c'est vrai que faisons un point sur combien on a d'ordinateurs chez nous, combien on a de téléphones chez nous.
combien on a de trucs qu'on n'utilise pas, mais pour lesquels il a fallu taper dans les ressources et qu'on pense pas à recycler. Voilà. Et puis alors dans l'énergie, dans l'énergie là aussi, alors là les data centers consomment plus qu'ils consomment en ressources, 2 fois plus. Mais en revanche, nos équipements, ils sont quand même aussi des gros consommateurs d'énergie. Donc l'IA a une empreinte carbone qui est pas terrible. Et donc, chez certains décideurs, même beaucoup, quand on va se lancer dans un projet où l'IA pourrait être une solution, il faut aussi faire la part des choses sur est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue carbone. Et donc, on a de plus en plus de moyens de faire ces évaluations-là. Alors, on va arriver, je prends un peu de retard, sur la question de cette confiance. Alors, comment cette IA, je vous ai montré qu'elle fait des trucs super, mais elle a aussi quelques faiblesses qui sont bien connues. Alors ici, c'est un fameux accident de Tesla. Donc Tesla, fabricant de voitures électriques, mais aussi grand développeur d'intelligence artificielle. Elon Musk nous a encore donné son avis sur la question. Eh bien, Tesla, qui fait des voitures de très bonne qualité, dont l'intelligence artificielle de très bonne qualité, a eu un accident très fameux où la voiture, qui roulait très bien, qui évitait pas mal d'obstacles, qui suivait les lignes, est passée au travers d'un camion, comme ça, accidenté sur le bord de la route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant sa phase d'apprentissage, la voiture n'avait jamais vu un camion couché sur le bord de la route. Donc, la première fois qu'elle a vu ça, alors vous voyez qu'elle, on lui a demandé on lui a appris à classifier, à reconnaître les objets. Et les objets qu'elle connaît, on lui a appris à reconnaître, c'est des vélos, des piétons, des voitures, des camions. Mais des camions avec juste la partie visible qui était le haut du camion, elle en avait jamais vu. Donc elle a forcément dû dire quelque chose. On lui a dit de classifier ce qu'elle voit suivant les 12, 50, mettons 50 classes d'objets qu'elle peut rencontrer sur la route. Quand elle a vu ça, ça ressemblait pas à un camion. Donc elle a dit, c'est un panneau publicitaire, ou c'est le ciel, c'est la sortie d'un tunnel. Voilà. Donc elle a dit n'importe quoi. Mais il fallait qu'elle dise quelque chose. Et donc évidemment, elle a passé ça au système de conduite, qui a dit si c'est le ciel ou un panneau publicitaire en général, ça c'est pas sur la route, ça vole au-dessus, donc je passe. Eh ben non, ça passait pas. Donc là, comment une IA peut dire je ne reconnais pas cet objet, puisque on lui a modélisé le monde sous la forme de 50 objets, et il faut qu'elle classifie tout ce qu'elle voit sous une forme d'un de ces 50 objets. Bon, alors, un problème un peu similaire, c'est celui de l'obsolescence des données. S'il y a des nouveaux objets qui apparaissent, qu'elle n'a jamais vus non plus, là, c'est pas de la faute des gens qui ont oublié de lui montrer au moment de l'apprentissage un objet, puisque l'objet, il n'existait pas au moment où on a fait l'apprentissage. Donc, il faut aussi que l'IA soit capable de dire, tiens, là, il y a des nouvelles données qui arrivent, et il faut penser à me réentraîner, parce que ça, je l'ai jamais vu. Et puis un peu plus pernicieux, vous avez ici le manque de robustesse. Le manque de robustesse, je l'ai illustré de cette façon-là. C'est un système de reconnaissance des panneaux. C'est quelque chose qui va être obligatoire sur nos voitures l'année prochaine, je crois. Eh bien, cette reconnaissance des panneaux, ici, ce panneau stop, le système marchait très très bien. Eh bien, des farceurs ont mis quelques autocollants bien placés sur le panneau stop, et ce panneau stop a été pris pour une limitation à 30. Simplement parce qu'il y a alors que nous, à l'œil humain, on voit toujours que c'est un panneau stop. Et l'IA, elle, s'est fait tromper. Alors comment ça s'est trouvé, ça ? Ça s'est pas trouvé par hasard. C'est pas des rigolos, on dit je vais essayer de mettre des scotch partout. Si vous mettez des scotch au hasard, ça va pas marcher. Le système va bien marcher. En revanche, ils ont demandé à un autre système expert, un autre réseau de neurones, trouve-moi les endroits qu'il faut modifier dans cette image de panneau pour que la décision soit changée. C'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs adverses. Donc un réseau qui va chercher à tromper un autre réseau. Il va générer une image, juste modifier tout ce qu'il faut pour faire changer d'avis le réseau initial. Et avec ça, donc le réseau adverse, il a trouvé un panneau qui ressemble beaucoup à mon panneau d'origine, mais qui fait changer la décision. Et avec ça, on dit, ce panneau-là, affiche-le moi. Je vais le régénérer en mettant des autocollants sur ton panneau stop. Donc vous voyez bien que moi, quand je vais fabriquer une voiture, si l'intelligence artificielle qu'on me propose de mettre dedans, elle fait ce genre d'erreur, je vais réfléchir à 2 fois avant de mettre ça dans ma voiture. Et le dernier exemple de faiblesse, c'est le biais. Alors le biais, on en a beaucoup parlé, ça préoccupe beaucoup les politiques. C'est le biais d'apprentissage. Alors le biais d'apprentissage le plus connu, c'est dans le tri des CV. À un moment, des grosses boîtes qui recevaient des tas de CV de candidats ont entraîné une intelligence artificielle en disant tous ces CV-là, on les a refusés, tout cela, on les a pris.
apprend à reconnaître comment on trie les CV. Et donc l'intelligence artificielle a fait ça, et on s'est aperçu que l'intelligence artificielle, en général, quand elle voyait un CV de femme pour un poste d'ingénieur, elle le prenait pas. Ou alors quand elle voyait un nom avec une origine très étrangère, elle le prenait pas. Et on s'est aperçu que, en effet, par le passé, les choses étant ce qu'elles sont, on n'embauchait pas des femmes comme ingénieurs, on évitait de prendre des immigrés, etc. Et donc, par le passé, on se comportait comme ça. L'IA a reproduit ce biais parce qu'on lui a montré des exemples, et donc elle s'est trompée. L'exemple que j'ai mis là est un peu moins dramatique. C'est celui d'un système qui estimait la masse d'une voiture. On veut savoir si la voiture est très chargée au moment où elle part le matin pour régler, par exemple, les amortisseurs automatiquement. Est-ce qu'elle est très chargée ou est-ce qu'elle est à moitié vide? Et donc on a fait des tas on a enregistré des tas de. Alors pour faire ça, on n'a pas de capteur spécifique pour mesurer ça sur une voiture. Donc on a enregistré les données qu'on avait de tous les instruments de mesure qu'on a sur la voiture, l'enfoncement des suspensions, l'accélération, les mouvements du volant, donc des tas de choses. Et puis on a fait la corrélation. On a dit je vous ai mis toutes ces valeurs là en entrée, et puis là à ce moment-là la voiture était très chargée. Là voilà les valeurs. Là la voiture était peu chargée. Donc on a fait cet apprentissage avec ces données. Labellisé, à chaque fois ma voiture est chargée, ma voiture n'est pas chargée. Ça marchait très bien, donc sur les 80% j'ai fait mon apprentissage, sur les 20% j'ai fait mon test pour dire est-ce que ça marche bien, sur des cas qu'elle n'avait jamais vus, et en effet ça marchait très bien. La voiture, quand elle était bien chargée, elle était bien reconnue chargée. On met ça dans la nature, sur une vraie voiture, et la voiture, alors qu'elle est chargée à ras-bord, nous dit la voiture est vide. Alors, pourquoi? Et puis, autre expérience, on refait un essai, et là, alors que la voiture est vide, le système dit la voiture est pleine. Ah, alors on dit, mais pourquoi tu as fait ça? Donc là, on va voir, c'est des principes d'explicabilité. Même un réseau de neurones, on peut lui dire, mais pourquoi tu as pris cette décision? On verra comment on peut faire ça. Et donc là, le réseau de neurones lui dit, en fait, ta voiture, là, je te dis qu'elle est pleine, parce qu'il est 8 heures du soir. Je ne vois pas le rapport. Pourtant, c'est comme ça que tu m'as montré. La voiture, à 8 heures du soir, elle est pleine. Et pourquoi elle est vide, là? Parce qu'il est 5 heures du matin. Ah, et alors? Et en fait, on s'est aperçu que pendant l'apprentissage, le matin, on commençait nos expériences avec la voiture vide, et puis plus la journée avançait, plus on chargeait la voiture. Et donc, dans notre base de données d'apprentissage, il y avait ce biais, qu'il y avait une corrélation entre, en effet, l'heure qu'il était et le fait que la voiture soit chargée ou pas. Vous voyez bien cette idée de corrélation. C'est pas une causalité, c'est une corrélation. Il se trouvait que pendant l'apprentissage, on avait fait cette erreur de faire le lien, sans le vouloir, entre l'heure qu'il était et la charge. Donc on a retiré, dans toutes nos données d'apprentissage, on a retiré l'heure qu'on avait mis par acquis de conscience, et à partir de là, le système a pu vraiment, sans biais, sans le biais horaire, prendre les bonnes décisions. Vous voyez que le biais, ça vient pas parce qu'on est forcément méchant, mal intentionné, mais ça peut être aussi qu'on se fait avoir parce que on n'imaginait même pas que l'IA puisse penser comme ça. Vous voyez comme elle est, j'hésite à dire qu'elle est bête, mais comme elle n'a pas de sens commun, elle va s'appuyer sur les détails. Il y a un autre exemple aussi où les chiens sont reconnus comme des loups parce qu'il y a de la neige, parce que dans les exemples qu'on lui donnait, il y avait toujours de la neige quand il y avait des photos de loups. Donc vous voyez, cette IA va vraiment s'attacher à des détails qui sont stupides. Donc voilà, donc ça c'est les grandes faiblesses qui font que un industriel il va hésiter à mettre de l'IA parfois dans ses systèmes parce que s'il a ces problèmes-là, il va avoir des soucis. Et puis bien sûr aussi, ça c'est les exemples de l'actualité. Après il y a les usages que les gens font. Là, ce que je vous ai montré avant, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de malignité. Il se trouve qu'on s'est trompé, on a mal fait son travail, ou on l'a bien fait mais avec des mauvaises données, etc. Puis après, il y a des gens mal intentionnés ou des farceurs, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui vont utiliser l'IA pour faire pour faire ici. Imaginez, vous avez entendu parler, j'imagine, de ces faits divers. C'est une IA générative qui a modifié la photo d'un manifestant, sans doute plus jeune, pour mettre ce visage de vieil homme ensanglanté. Et puis le bon pape là qui s'est retrouvé affublé d'une doudoune high-tech. C'est une image qui n'a jamais existé, mais vous voyez que vraiment la qualité des images produites est assez inquiétante. Donc maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire confiance à l'IA ou est-ce qu'il faut faire confiance à toutes les bêtises qu'on voit à la télé? On en parlait là pendant le dîner avec Dominique. Autrefois, il y avait des faussaires. Quand vous voyez une fausse Joconde, vous vous faites avoir parce que vous avez acheté une fausse Joconde alors que vous croyez que c'était la vraie.
aujourd'hui, voilà, ce qu'il va falloir se dire, c'est que les images qu'on voit, même si elles ont l'air très réalistes, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Voilà, donc c'est aussi une discipline pour nous à remettre en question. De la même façon, quand vous lisez un texte, c'est pas parce que c'est écrit sans faute d'orthographe que c'est tout ce qui est dedans est vrai. Donc voilà, donc on va voir qu'il y a des solutions technologiques aussi pour améliorer la confiance qu'on a dans notre IA, mais il y a aussi un gros travail sur nous-mêmes pour se méfier de ce qu'on nous sert. Alors, comment améliorer cette confiance? Donc là, je l'ai vu, voilà, il y a la partie, déjà, l'être humain doit garder le contrôle de ses décisions. Et puis après, voilà, il faut voir que cette question de confiance, elle est super importante à tel point qu'il y a aujourd'hui un règlement que l'IA est en train que l'Europe, est en train d'écrire sur comment on fait une IA de confiance. Et donc, les autorités, dans tous les pays et en Europe en particulier, l'Europe qui est, il faut le savoir, une espèce de référence quand même dans le domaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du règlement général sur la protection des données. Donc c'est une règle qui est assez contraignante sur des données personnelles pour protéger nos données personnelles afin qu'elles ne partent pas dans la nature et n'importe où, qu'elles soient bien utilisées. L'Europe a inventé ce fameux RGPD qui embête pas mal de gens, mais qui dans le fond est quand même très utile pour protéger nos données personnelles et que pas mal de pays, ils le disent ou pas, Europe nous envie. Et là, de la même façon, l'Europe est en train d'écrire ce règlement sur l'IA. Alors d'autres pays européens le font aussi, mais qui dit, voilà, il va falloir mettre en place des bonnes façons de développer l'IA pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Et donc là, l'Europe a défini 4 niveaux d'utilisation de l'IA. Donc il y a certains niveaux qui sont complètement interdits. Donc il est interdit de faire de l'IA pour influencer des personnes, pour faire du crédit social, faire de reconnaissance faciale sur le lieu public, sans informer les gens, pour les applications de maintien de l'ordre. Voilà, donc c'est assez encadré. Donc il y a certaines. Et donc là, si on trouve que vous faites ça, vous serez condamné, vous paierez très cher, vous irez en prison. Donc c'est interdit. Après, il y a les IA qui sont gentils quand on va vous recommander une musique, quand on va vous recommander des. Là, il n'y a pas trop de surveillance. Vous faites ce que vous voulez. Si vos clients ils achètent n'importe quoi, tant pis pour eux. Dans les chatbots, il y a quelques transparences. Là, par exemple, un système comme Parcoursup, c'est bien qu'il y ait une petite transparence quand même sur comment ça marche à l'intérieur. Et puis après, il y a des IA dites à haut risque, où là, par exemple, la voiture autonome, c'est un système à haut risque parce que si l'IA dit n'importe quoi, il peut y avoir des morts d'hommes, il peut y avoir des préjudices importants. Et puis, il peut y avoir aussi des risques sur les droits humains. Donc sur les droits fondamentaux. Donc là, cette IA-là, c'est là où il y aura des contraintes fortes sur la façon dont elle est développée. Donc, et là, il peut y avoir aussi des audits. Donc l'Europe dira, cette application-là, vu qu'elle est au risque, on veut vérifier comment vous l'avez développée, quels sont vos corpus de données, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de biais, est-ce que vous couvrez tout le monde connu, etc. Donc il y aura un règlement sur les bonnes façons de développer de l'IA et puis des standards. Alors tout ça, ce sont des choses qui sont assez austères, mais qui sont vraiment très nécessaires pour que nous, on puisse vivre en sécurité avec la technologie qui nous entoure. Ces standards-là vont se mettre en place. Voilà. Alors, cette IA de confiance, c'est vraiment quelque chose dont le monde entier se saisit. Vous voyez que les budgets, ça n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, 80 milliards de dollars en 2020 sur les 9 domaines qu'on voit là ou d'applications de l'IA, et il y en a 52 milliards qui sont utilisés pour travailler sur des applications qui sont critiques, donc qui demandent de l'IA de confiance. Donc on couvre là quand même un sujet qui est très important et donc voilà. Donc évidemment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft travaillent sur le sujet. C'est pas nous, petits Français européens, qui avons été les premiers à dire il faudrait faire quelque chose. Tous y sont concernés. Alors ici, ça c'est IBM. IBM, une grosse valeur en IA. Ils ont fait Watson, vous savez, un des premiers moteurs qui a gagné aux jeux vidéo, qui a fait des tas de trucs. Donc voilà, le Trustworthy AI est centré sur l'humain. Ça c'est Google. Qui ont aussi un programme sur les pratiques responsables en IA. Ça, c'est Microsoft qui a un programme sur Trustworthy AI. Ça, je crois que c'est Apple. Voilà. Et même Amazon. Si vous demandez Trustworthy AI sur Amazon, ils vous vendent un bouquin sur l'IA de confiance. Mais toutes les entrées mises à part, ils en font aussi. Puis il y a des tas de startups qui se positionnent sur le sujet. Donc c'est vraiment un sujet qui est pris en main
par les gros industriels, par les petits industriels, par le gouvernement. Donc oui, l'IA pose des problèmes de confiance, mais oui, des tas de choses sont mises en place pour que, au moins technologiquement, on soit sûr qu'on essaye de garantir au maximum le bon fonctionnement de cette IA. Alors ici, je vais vous parler en particulier du projet dont je m'occupe. Bon, alors c'est un projet soutenu par l'État avec des gros industriels que vous voyez là. Tous ces industriels qui sont dans des domaines très différents, ils ont tous le même problème. Comment faire confiance à une IA qui, par exemple, va faire de la maintenance préventive, essayer de détecter des signaux faibles dans le fonctionnement d'une machine pour détecter la panne avant qu'elle arrive. Un bateau, voilà, on travaille avec Naval Group, un bateau, si la panne, on immobilise, on répare la panne avant qu'elle arrive pendant que le bateau est à quai, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que d'attendre que la panne survienne au beau milieu de l'océan. À ce moment-là, il faudra ramener le bateau tiré par 2 remorqueurs. Donc pour des gens comme ça, ou un avion en plein air. Alors évidemment, une voiture, si votre voiture tombe en panne sur le bord de la route, c'est embêtant, mais c'est moins... Bon, quoique nous, on n'aime pas non plus que ça nous arrive. Mais voilà, donc ici, c'est vraiment cette question et là, la maintenance préventive, ça, il y a guère que l'IA aujourd'hui qui peut proposer des solutions qui fonctionnent bien. Donc tous ces industriels-là, ils ont investi dans ce projet. Donc c'est un projet de 45 millions d'euros, 15 millions investis par les industriels, 30 millions par le gouvernement. Et avec tout ça, pendant 4 ans, on travaille ensemble sur des solutions pour développer une IA. Alors cette IA, une IA de confiance. Voilà, puis évidemment, comme je le dis, tout le monde, dans le monde entier, il y a des programmes similaires qui démarrent. Mais ce projet européen, ce projet français, il fait exemple au moins en Europe. Et même aux États-Unis, on a quelques contacts qui nous disent qu'on s'est quand même bien organisé sur ce projet-là. Alors ce projet, il fonctionne sur des cas d'usage. Donc chaque industriel arrive avec des exemples en disant là j'ai une IA critique pour lesquelles je voudrais avoir confiance dans ce qu'elle me dit. Comment je peux garantir à mon ingénieur sécurité, là mon système, donc à Valeo par exemple, il arrive avec un système qui son système d'aide à la conduite. Valeo dit moi comment je peux garantir que je vais jamais rater un piéton. Comment je peux dire est-ce que je peux le prouver? Et donc, donc ça c'est un cas d'usage. Air Liquide, ils arrivent avec un système qui fait des prévisions de consommation de gaz. Et donc là aussi, il a besoin de garanties parce que les sommes engagées sont énormes. Bref. Et puis chez Renault, on a un cas qui est très connu, qu'on utilise beaucoup, qui est celui de la reconnaissance des soudures. Aujourd'hui, quand une soudure sur le châssis, donc une soudure critique, sort de la chaîne, il y a un opérateur humain qui regarde toutes les soudures critiques d'une voiture pour vérifier qu'elles sont bonnes. Alors ça vous rassure, c'est bien. Mais cet opérateur, c'est comme le radiologue qu'on voyait. Des fois, il est fatigué. Des fois, il regarde un autre bout, il regarde une autre soudure, il oublie de regarder celle-là. Donc là, une IA qui pourrait l'aider à ne rien rater, ça serait super utile. Mais il faut que ce soit une vraie aide, donc il faut qu'on puisse garantir que l'IA ne va jamais rater une mauvaise soudure. Ici, un autre cas sur le traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel, ça veut dire interpréter des phrases, des choses qui ont été écrites par les clients de Renault pour détecter assez tôt que ils commencent à se plaindre du fait qu'il y a un petit bruit dans la nouvelle Mégane où il y a c'est de la science-fiction, ce que je vous dis. Mais donc c'est comment aller détecter dans tous les textes qu'on voit sur les réseaux des signaux faibles avant que ça commence donc soit pour dégonfler une fake news, soit pour corriger si par hasard ça peut arriver. Nos amis de PSA disent que ça leur arrive souvent, donc beaucoup moins. Donc on part de cas concrets, et puis c'est ça, on dit aux chercheurs, on a ce cas concret, comment faire pour que ça ne nous arrive plus? Et alors là, ce qu'ils nous disent, c'est, pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir une méthode. Il faut développer votre IA avec une méthode carrée, bien répertoriée, qu'on suive toutes les étapes, les unes après les autres, et qu'à chaque étape, vous ayez des moyens de mesurer les performances de votre IA, et à ce moment-là, vous pourrez garantir le bon fonctionnement. Donc ça, c'est typiquement un travail qui est pas très rigolo, parce que suivre une méthode, décrire une méthode, je vais pas le faire, je vous assure. Mais voilà, tout ça, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà dans le logiciel, aujourd'hui le logiciel classique critique. Eh bien, vous pouvez pas mettre le logiciel qui garantit, qui gère le freinage assisté, par exemple, ou dans les avions, il y a du tas de logiciels. Dans les centrales nucléaires, il y a du logiciel qu'il faut certifier. Même si c'est pas de l'IA, il faut le certifier. Et pour ça, vous avez des processus à suivre rigoureusement
pour pouvoir développer du logiciel CRA certifié. Ben ça, il faut arriver à la même chose sur l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on vous décrit là. Donc on décrit tout un processus. Et la particularité du processus de cette IA, notamment celle basée sur les données, c'est que non seulement il y a les lignes classiques qui est je développe mes algorithmes d'une façon propre, bien documentée, etc. et vérifiée. Ici, je fais des tas de tests pour vérifier que ça fonctionne bien, mais il y a aussi garantir ici la qualité des données. Vous voyez qu'on a vu ensemble, entre les problèmes de biais, les problèmes de couverture, c'est-à-dire il y a des cas que j'ai jamais vus, comment on peut s'assurer que la donnée d'apprentissage que j'ai utilisée, elle couvre bien tout ce que ma voiture va voir. Et vous imaginez bien que c'est compliqué d'expliquer tout ce qu'une voiture va voir dans sa vie. Et c'est ça le gros problème de l'IA basée sur les données, c'est que, alors autant quand dans les soudures, vous pouvez montrer assez facilement tous les cas de soudure qu'elle va voir, et encore, une voiture qui se balade dans n'importe où, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région, vous voyez que c'est quand même compliqué de garantir qu'elle aura vu tout ce qui peut lui arriver à l'avenir. Non seulement parce que, par exemple, est-ce qu'on a des images de la dernière épingle à cheveux qui montre au Puy-de-Dôme quand il y a de la brouillard et qu'il a plu 2 jours avant et qu'il reste des bouts de neige? Peut-être pas. On n'a jamais, on sait que ça existe, mais on n'a jamais pris de photos à ce moment-là. Donc, comment on fait pour garantir que ça marchera aussi dans ce cas-là? Donc, il y a toute cette ingénierie des données qui est nouvelle pour cette intelligence artificielle. Bon, je passe un peu vite parce que on arrive au bout et j'avoue que c'est pas le plus rigolo. Donc on a des outils pour vérifier que nos données couvrent le bien le maximum possible. Alors on a des façons de représenter. Donc ça, les images, ce que vous voyez là, c'est des représentations d'images synthétiques. En fait, on a condensé des images pour dire, là, j'ai représenté tant de parties de neige, par exemple. Et puis ça, c'est de la nuit avec la neige, etc. Donc on a une façon d'explorer les bases de données de façon très graphique pour s'assurer qu'on a le maximum de cas possibles. Voilà, ça c'est un autre cas qui est un peu plus facile à saisir. C'est, imaginons que mon appareil photo qui prend mes photos de soudure là pour dire que c'est bon. Imaginons que ma caméra s'abîme, qu'elle soit floue, qu'elle soit déréglée, qu'elle commence à perdre des lignes. Comment ça va continuer à fonctionner? Donc là, on évalue ce qu'on appelle la robustesse de l'algorithme. Est-ce qu'il continue à reconnaître toujours une bonne soudure d'une mauvaise soudure quand l'image est floue, quand l'image perd des pixels? Voilà, donc ça, donc on va garantir ça. Puis le responsable qualité de la chaîne, il dira, moi je veux que votre système il marche jusqu'à cet état-là de la caméra. Si la caméra est plus abîmée que ça, il faut que vous me le disiez, vous en aperceviez et que vous arrêtiez de faire tourner votre IA. Et donc là, on est dans le cas d'une IA qui est capable de dire, là, je peux pas prendre de décision. Donc tout ça, il faut lui apprendre à dire qu'elle peut pas prendre de décision. Elle va pas le faire spontanément. Voilà. Et après, si on a une IA qui n'est pas assez robuste, on va la réentraîner avec des méthodes type randomized smoothing pour qu'elle soit capable de traiter. Donc on va lui rentrer dans l'apprentissage, on va lui donner ces données bruitées pour lui apprendre aussi à prendre des bonnes décisions quand les données sont bruitées. Et puis le dernier point que je voulais vous montrer aussi dans les méthodes, c'est cette fameuse explicabilité. Donc là, comment on va dire à l'IA, comme je disais tout à l'heure à l'IA, pourquoi tu dis que ma voiture est chargée ? Et donc, et alors là, on lui dit, pourquoi tu dis que la soudure est bonne ou est pas bonne? Et alors là, l'IA dit, regarde, j'ai regardé à cet endroit-là, et là, en vous regardant bien là, je vois que la soudure est bonne. Et celle-là, elle est pas bonne parce que j'ai regardé à cet endroit-là, bon, là, en l'occurrence, c'est le même endroit, et là, il y a un détail qui me fait penser qu'elle est pas bonne. Donc là, l'IA est capable de dire ce qu'elle a regardé pour prendre sa décision. Par exemple, quand un système n'est pas bien, l'IA va dire la soudure est bonne parce que ici tout va bien. Là, c'est comme sur les très bonnes soudures. Ici, c'est exactement pareil. Donc là, on s'aperçoit que l'IA a pris sa décision en regardant au mauvais endroit. Alors, comment on fait ça pour aller vite? Eh bien, en fait, on va montrer cette photo-là. On va lui dire, tu dis que c'est une bonne soudure, ok. Alors maintenant, imaginons que je te cache cette partie-là ici. Donc, on va juste ici mettre une tache noire ici. Est-ce que tu prends toujours la même décision? Oui, je prends toujours la même décision. Donc on va cacher petit à petit différents endroits de l'image et on va voir à quel moment elle change de décision. Et donc au moment où on cachera, et c'est au moment où on a caché ici que le système a changé de décision, et donc là, on sait qu'elle a pris sa décision en s'appuyant surtout sur cette partie-là. Donc vous voyez, donc là c'est un peu plus long de lui demander de nous expliquer pourquoi elle a pris sa décision, mais il y a des moyens. Donc cette idée de dire que ces machine learning, ces intelligences artificielles sont des boîtes noires, alors c'est pas vrai parce que nous on sait comment c'est fait à l'intérieur, donc c'est pas caché, mais en même temps on a des moyens de leur faire dire pourquoi elles ont pris leur décision. Et c'est comme ça qu'on peut s'apercevoir de biais, ou à leur dire j'ai regardé l'heure,
Mais non, mais il fallait pas regarder l'heure. Et donc c'est comme ça aussi qu'on s'aperçoit, voilà, grâce à ces méthodes-là, qu'on s'aperçoit que l'IA ne regarde pas au bon endroit pour prendre sa décision. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des tas d'outils pour régler les cas dont je vous ai parlé, qui sont là. Donc ici, on va regarder voilà, la distribution de tous les obstacles qu'on a vus pendant l'apprentissage, et on va regarder la signature de l'obstacle qui est nouveau, et on va regarder est-ce que c'est dans la même zone voilà, est-ce que ça ressemble à des cas qu'on a vus suffisamment ou pas. Et donc voilà, le stop. Bon bah là, on va faire des IA qui sont plus robustes avec un peu les systèmes de randomized smoothing, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre, si elle prend des décisions, si elle change de décision trop vite alors qu'il y a très peu de modifications sur l'image, eh bien on va lui faire réapprendre à reconnaître des panneaux en brouillant les panneaux. Et comme ça, elle sera plus robuste, etc. Le biais, je vous l'ai vu, dit c'est pas par l'explicabilité. Donc ça, on commence à avoir des outils. Maintenant, la question à laquelle on est aujourd'hui, c'est si j'apporte tous ces outils-là à l'ingénieur qualité, à l'ingénieur sécurité qui va dire « Banco, je mets cette IA dans ma voiture », est-ce que ça suffira? Alors, on sait que ça suffira pas. Et notamment, un truc qu'il va falloir faire dans la voiture, c'est lui dire nous, on a pris toutes les bonnes méthodes pour développer, mais on a aussi fait des tas de kilomètres pour vérifier que ma voiture, quels que soient les cas qu'elle allait rencontrer, elle va bien se comporter. Donc il y a encore beaucoup de tests, ce qu'on appelle du roulage. Donc notre voiture, même malgré tout ce qu'on a mis comme soin à faire une IA de bonne qualité, bien développée, avec des données propres, eh bien il y a encore beaucoup de temps passé à planifier des roulages pour que, dans la vraie vie, la voiture soit capable. Et puis même, on va à ce moment-là aussi utiliser de l'IA générative pour générer des scènes que peut-être on n'a jamais vues dans la vie. Eh bien, le dernier virage du Puy-de-Dôme avec un peu de neige qui reste, un rayon de soleil qui arrive en face, on n'a jamais de photo de ça. Eh bien, avec l'IA générative dont je vous ai parlé, on va générer une image comme ça et on va voir si le système réussit à le gérer. Donc, vous voyez, l'IA, c'est à la fois une source de problème, mais c'est aussi une source de solutions pour vérifier que des cas qu'on n'a jamais vus dans la vie, mais auxquels on a pensé, l'IA sera quand même capable de les traiter. Bon, mais alors, il y a encore des nouveaux défis, parce que donc, c'est de ce dont je vous parlais. Voilà, quand on va se retrouver devant ces images-là, voilà, encore une fois, alors, donc certains disent qu'il faut faire une pause de 6 mois, voilà, pour réfléchir, mais bon, qu'est-ce qui va se passer pendant 6 mois, quoi. Tous les chercheurs, on va les payer à rien foutre, pendant que certains diront, on va réfléchir à comment on peut être sûr qu'on peut avoir confiance dans les images qu'on nous montre. Alors, la question, elle est là, voilà, je crois que maintenant, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est quand on voit une photo, c'est comme une BD, maintenant, ça n'a aucune source de vérité. Voilà. Quand quelqu'un vous dessine dans Charlie Hebdo des horreurs, eh bien ça n'existe pas dans la vie, c'est un dessin. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'habitude, c'est dur, hein, mais de se dire c'est pas parce qu'on voit une photo que c'est la vérité, c'est pas parce que c'est écrit dans le journal que c'est vrai, c'est pas parce qu'on le voit en photo sur Internet que c'est vrai. Il faut aussi, voilà, c'est de l'éducation qu'on doit avoir. Alors évidemment, c'est dur, hein, ça change. Voilà. Est-ce que vous avez une preuve, monsieur le juge? Oui, j'ai une photo. Voilà, tout ça, ça n'existera plus. Il faudra trouver d'autres façons d'avoir des preuves et de croire les choses. Donc, voilà, les solutions, comme je vous l'ai dit, elles sont technologiques. Il y a aussi du test, hein, comme on l'a vu avec la voiture, et puis il y a aussi le bon sens de l'être humain qui doit être capable toujours de prendre une décision. Encore une voiture, vous voyez, une voiture qui décide de freiner. Le freinage d'urgence, c'est basé sur une fonction d'IA. Et donc, quand la voiture fait du freinage d'urgence, elle a vu qu'il y avait un obstacle, elle a freiné. Il arrive, chez les concurrents, qu'une voiture freine alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça s'appelle un faux positif. C'est très désagréable. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, parce que c'est un freinage énorme. C'est à 1G, c'est-à-dire c'est comme si vous tapiez dans un mur, quoi, en gros. Donc évidemment, les clients des concurrents, ils n'aiment pas quand ça leur arrive, et ils se plaignent, et ils ont raison. Donc, nous, on doit faire des tas de tests pour vérifier que ça n'arrive pas. Et en plus, alors pour vous donner un dernier exemple dans les 2 minutes qui nous restent, il se trouve que cette fonction-là, comme ce n'est pas une voiture autonome, mais c'est une voiture au pilotage assisté, moi j'ai le droit, en tout cas mon concurrent qui fait des voitures qui ne marchent pas, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir fait un freinage d'urgence. Parce que la voiture n'est pas obligée, la voiture n'est pas autonome, donc on ne lui délègue pas la conduite. La responsabilité du freinage, c'est l'être humain. Si l'IA peut aider, tant mieux. Mais si elle n'y peut pas, c'est pas de la faute du constructeur, c'est vous qui êtes censé freiner. Le jour où il y aura une voiture autonome, ça va complètement changer, parce que là, vous déléguez la conduite, et à ce moment-là, si la voiture freine pas, c'est vraiment de la faute du constructeur. Donc, pourquoi je vais vous parler de ça? Ah oui, c'est que dans ces conditions-là, évidemment, l'être humain, il n'a pas le temps de donner son avis.
En gros, dans le meilleur des cas, il y a 0,8 millisecondes, 0,8 secondes entre le moment où l'IA dit qu'il faut freiner et le moment où il freine. Donc vous voyez que sur ce type de situation, on ne peut pas dire au conducteur humain « je pense que je vais freiner dans 0,8 secondes, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Bien sûr, c'est pas possible. Donc là, l'être humain, il n'a pas trop le choix, on lui demande pas trop son avis. En revanche, quand il regarde des images comme ça, il a le temps de réfléchir. Et donc là, l'intelligence artificielle doit vraiment nous aider à mieux utiliser notre intelligence à nous pour remettre en question tout ce qu'on nous propose. Voilà, donc les 4 idées que je vous laisserai méditer. L'IA, c'est fabriqué par des gens souvent très intelligents, et ça se développe pas tout seul, c'est que des humains qui le nourrissent, qui la nourrissent de données pour apprendre. On ne peut plus se passer d'IA dans bien des cas, parce que c'est la seule façon de régler un très grand nombre de problèmes. Mais l'IA a des limitations, on les a vues, soit par erreur, soit par malveillance humaine. Si les hommes veulent faire des bêtises avec même un marteau, on ne peut pas interdire la fabrication de marteaux, parce qu'il y a des gens qui utilisent le marteau pour taper sur leur belle-mère. Et donc c'est sûr que l'IA peut être un problème comme tout objet. Donc c'est aujourd'hui à la technologie, je vous l'ai montré, la loi. Alors j'ai mis voir l'éthique point d'interrogation, parce que s'il y a des juristes ici ou des éthiciens ou des philosophes, on pourra en parler, mais en tout cas, voilà, il y a des solutions pour protéger les citoyens de ces faiblesses et de ces travers de l'IA. Et c'est pour ça que moi je suis confiant, parce que, alors c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on peut toujours être un peu sceptique quant à l'éthique de l'être humain. Donc si on doit tout faire baser sur l'éthique de l'être humain, c'est risqué, parce qu'on a chacun une vision un peu différente de ce qui est éthique et de ce qui l'est pas. Donc on peut s'appuyer sur la confiance dans le genre humain. Mais c'est bien qu'il y ait de la techno et de la loi aussi pour nous protéger. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. J'étais un peu long, mais j'espère que vous aurez encore un peu de courage pour quelques questions. Merci pour cette belle conférence, même si j'aimerais quand même dire que nous, à Clermont-Ferrand, on est sûr que pour qu'une voiture marche, il faut qu'elle ait d'abord des bons pneus. On va passer aux questions. C'est pas une question, c'est tout simplement qu'avec ce que vous venez de nous montrer, on peut voir qu'aujourd'hui, ça va être très facile de manipuler les opinions ou d'autres choses, enfin, ou faire des fake news, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les opinions sont déjà faciles à manipuler avec des discours complotistes, donc c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre dans un monde où il sera plus difficile de détecter le vrai du faux, et que ça va nous demander beaucoup d'attention dans tout ce qu'on... Voilà. Et en effet, on pourra plus dire j'ai vu, alors j'ai cru, parce que vous verrez. Mais de la même façon qu'on peut plus croire tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on lit, c'est vrai qu'on rentre dans un monde qui va être un peu plus compliqué. En termes, merci pour cette conférence. En termes légaux, ne peut-on pas obliger, par exemple sur les images tronquées, de mettre un filtre ou de mettre Midjourney en dessous, ou de mettre un logo pour dire cette image a été... C'est une des solutions qu'on prendra, de la même façon que sur les pubs. Je crois à un moment on a dit cette photo est photoshopée, les gens ne sont pas aussi maigres que ça. Bref, voilà. Donc en effet, ça fait partie de l'arsenal qu'on pourra déployer. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec ça dans les journaux officiels, dans les journaux sérieux, oui, mais avec tout ce qui se diffuse sur le net, il n'y a pas toujours ce contrôle-là. Donc, si on y arrive, mais en effet, voilà, c'est pour ça que je dis la loi est une des solutions, en effet. Mais les systèmes de type Midjourney, par exemple, Midjourney est très bien pour retirer les filigranes qu'il y a sur les photos, pour dire cette photo est un fake. Midjourney, il est là, il fait très bien pour retirer ce filigrane. Pardon, bonsoir et merci pour cette conférence. Est-ce que vous collaborez avec les neurosciences, par exemple, pour vous inspirer des connaissances qu'ils peuvent avoir sur le fonctionnement du cerveau? Est-ce que ça pourrait vous inspirer? Alors, à titre personnel, non, chez Renault. Nous, on ne fait pas de la recherche fondamentale en sciences artificielles. Nous, on travaille avec des chercheurs et on récupère ce qu'ils font. Mais il y a en effet, c'est en effet une partie des chercheurs en IA s'appuie là-dessus. C'est le...
On peut dire à certains, voilà, je vais montrer des architectures très compliquées de réseaux de neurones. Au début, la formalisation qu'on avait du cerveau humain, c'était des neurones entièrement connectés, comme je l'ai montré au début. Vous voyez ce treillis, tous les neurones sont reliés à tous les neurones. Certaines des architectures que je vous ai montrées un peu sont un peu inspirées, en effet, de certaines zones du cerveau qui notent des trucs et qui s'en souviennent. Donc, il y a une inspiration. Voilà, on ne va pas dire qu'on recopie, mais il y a une inspiration parce qu'on s'aperçoit que le cerveau, il fonctionne quand même beaucoup mieux que nos réseaux de neurones. Donc, il y a forcément des mécanismes qu'on n'a pas encore compris. Donc, oui, c'est une source d'inspiration pour certains. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que notre cerveau est une intelligence artificielle parfaite, enfin très très développée? Vous voulez dire que notre cerveau actuel? Oui, puisque vous parlez de mécanisme. Ouais, exactement. C'est une excellente question. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a deux grandes. Voilà, la réponse, je pense, c'est un peu tôt dans la soirée pour en arriver là, mais c'est plus une question de conviction personnelle. La réponse à votre question. Voilà. D'aucuns vont dire, notre cerveau, après tout, c'est de la biologie, c'est de la mécanique. Et donc, petit à petit, on arrivera bien, à un moment ou un autre, à recopier ce qui se passe dans notre cerveau. Voilà. On va peut-être prendre très 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 longtemps, mais on y arrivera peut-être. Et puis d'autres disent, nous, en fait, on n'est pas que de la chimie, on a autre chose. On a de la métaphysique dans notre cerveau aussi. Et ça sera plus compliqué. Alors peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais voilà, moi je sais que c'était un des points qui m'opposait à mon PDG quand je faisais des robots, c'est que lui il disait, comme vous l'évoquez, notre cerveau c'est jamais qu'une machine, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la copier un jour ou l'autre. Alors, et puis moi je disais, je pense qu'on a quelque chose en plus que juste de la chimie. Mais bon, et par ailleurs, après il y a aussi la question de la technologie pour y arriver. Comme je vous l'ai dit, l'illustration de la consommation électrique. Aujourd'hui, si c'est reproductible purement mécaniquement, notre cerveau, on n'a pas la techno pour le faire. Voilà. Donc, voilà, ça fait un deuxième... voilà. Donc, après, ça n'est peut-être qu'une question de temps. J'ai pris l'habitude de dire faut jamais dire jamais, parce que voilà, quand l'ordinateur d'IBM a battu Kasparov aux échecs, les gens ont dit, ouais, non, mais les échecs, c'est facile. Jamais un ordinateur battra un champion du monde de Go. Jamais. Et puis, 10 ans après, c'était fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, ce que vous dites, je ne peux pas dire que ça n'arrivera pas ou que ça arrivera. En revanche, il y a quand même beaucoup de chemin, quoi. Non seulement, déjà, comprendre les mécanismes du cerveau, on cherche encore beaucoup. Et puis, une fois qu'on aura compris, est-ce qu'on aura les moyens techno de le reproduire? Ça sera encore une autre paire de manches. Donc, oui, bonsoir et merci pour tout ce que vous nous avez communiqué. J'entendais ce matin à France Culture, je crois, que tous les ingénieurs qui s'occupent, disons, de la recherche fondamentale, que vous citiez tout à l'heure, commençaient à avoir peur de leur créature. Bon, mais on n'a pas eu beaucoup de précisions. Alors moi, je voudrais savoir en quoi consistent ces supposées craintes. Alors, je ne sais pas si c'est Chloé Clavel que vous avez entendu ce matin sur France Culture, je crois qu'elle y passait. Et moi, en tout cas, c'est une conversation que j'avais eue il y a 5-10 ans avec un prof d'IA qui me disait ça, qui me disait « Alors moi, ce que j'ai développé, c'est tellement fort que ça me fait peur. » Je dis « Vieux, si ça te fait peur, débrouille-toi pour que ça fasse pas peur, quoi. » C'est comme moi, constructeur automobile, j'ai fait une voiture tellement puissante que putain, j'ai peur que les gens ils se tuent avec. Vends pas ta voiture alors. Si tu as peur que les gens se tuent avec, c'est fou de dire un truc pareil. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est on peut avoir peur de ce que les gens vont imaginer faire de ça. Voilà, c'est ça qui me fait peur, moi. C'est que, en effet, que nous, on arrive à faire des images à faire des trucs qui vont corriger des vieilles photos, voilà, faire qu'on va pouvoir revoir une belle photo de son arrière-grand-père. Voilà. Et puis après, un mec avec exactement la même, il va faire une photo où on voit son beau-frère en train de découper sa sœur en petits morceaux. Ouais, ça fait peur, ouais. Donc là, voilà, moi, c'est ça plutôt. C'est l'usage que font les gens de la technologie qui fait peur. Les ressorts qui vont se passer dans la tête des gens, ça fait peur. Et c'est vrai que les outils que nous, chercheurs, mettons à la disposition, c'est ce que disait monsieur au début, font que la perversion humaine va pouvoir s'exprimer de plus en plus fondamentalement. Alors après, est-ce que le chercheur, c'est très bien, quoi, s'il a cette éthique-là en disant,
Moi, si mes outils, et c'est un peu ce qu'avait dit Einstein après la bombe atomique, si j'avais su, j'aurais jamais inventé la relativité. C'est difficile quand même, parce que la relativité, elle a sauvé des vies aussi, quoi. Donc, bon, donc moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Sinon, j'ai toujours un peu peur que ça soit le chercheur qui dise voilà, mais ce que j'ai fait, c'est tellement fort que même moi, je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller, quoi. Bah, écoute, c'est ton boulot quand même aussi de maîtriser ce que tu mets dans la nature, quoi. Voilà, on le reproche aux biochimistes là, qui inventent des virus. Ah, si mon virus il est dans la nature, ça ferait du dégât. Bah oui, bah, tu vas pas le mettre dans la nature alors. Ah, oups. Voilà. On ne rentrera pas dans le débat ce soir. Bonsoir. J'avais une question sur la crainte que j'ai beaucoup entendue, beaucoup lue sur la destruction des emplois qui pourrait apparaître du fait de l'IA et du remplacement de certains emplois. Je voulais savoir, moi, plutôt à l'inverse, si vous aviez une idée du pourcentage d'emplois créés et de certains chiffres sur tous nouveaux emplois qui vont être créés dans les prochaines années autour de l'IA. Ah bah merci de poser la question dans ce sens-là. Alors à la fois merci et à la fois pas merci, parce que en effet c'est des chiffres que j'ai, mais dont je me souviens pas jamais. Mais en gros, les valeurs numériques sont à vérifier. Je pourrais vous les retrouver, mais je crois qu'il y a 40% des métiers qui existent aujourd'hui dont le nom n'existait pas il y a 50 ans. Voilà. Il y a créateur de sites web, machin, modérateur, truc. Voilà. Donc les métiers ont explosé. Voilà. Il y a des métiers. D'ailleurs, essayer d'expliquer certains métiers à votre mère ou à votre grand-mère, c'est pas possible, quoi. Et moi encore, il y a des gens, ils me racontent leur boulot, je suis incapable, même si c'est dans mon domaine, je ne comprends pas ce qu'ils font, mais c'est nécessaire. Je sais que s'ils ne faisaient pas leur boulot, le mien n'avancerait pas. Donc voilà, en effet, c'est une très bonne remarque. Il faut, avec tout ça, avoir des gens qui vont nettoyer des images, qui vont trouver... Par exemple, un métier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est écrivain de prompt. Alors, qu'est-ce que c'est un prompt ? Un prompt, c'est la phrase que vous allez donner à votre IA générative pour qu'elle vous fasse le bon dessin. Vous voyez le bon dessin du... Donc moi, j'avais essayé, pour illustrer certaines de mes conférences ici, de demander à Midjourney ou à Dali, tiens, fais-moi un super dessin d'une voiture qui a l'air intelligente, avec des yeux qui regardent un panneau et tout. Le résultat est dégueulasse. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors que si vous savez lui parler, en gros, à l'IA, si vous êtes un bon rédacteur de prompt, eh ben, vous allez complètement saisir... Vous savez la façon dont il faut parler à cette IA pour qu'elle vous dessine exactement ce qu'il faut. Vous voyez la belle voiture Renault là dans l'espace que je vous ai montré, moi j'ai essayé de la refaire, c'était moche comme tout. Voilà. Donc ça, c'est un métier, et il paraît qu'il y a des tas de startups dans la Silicon Valley dont c'est le fonds de commerce de dire dites-moi ce que vous voulez voir sur votre image et je vous écrirai la bonne façon de le demander à Dali ou à Midjourney. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de métier. Et en effet, voilà, merci vraiment d'avoir posé la question dans ce sens-là. On parlait, là, j'entendais 300 millions d'emplois qui vont disparaître, mais en effet, c'est tellement difficile. Et de la même façon, alors si on joue les vieux cons, on va dire, voilà, quand la machine à vapeur est arrivée, combien d'emplois ça va détruire chez les conducteurs de fiacre voilà. Mais aujourd'hui, même si le chômage est ce qu'il est, et c'est toujours trop, on ne sait pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu craindre au moment où il y a eu des ruptures technologiques. Oui, vous parlez d'un rédacteur de prompt, et vous en avez un peu parlé ici également. Est-ce qu'une IA peut enrichir elle-même une autre IA ? Vous parlez d'un rédacteur de prompt, mais on pourrait imaginer une autre IA qui rédige des phrases, des milliards de phrases, et certaines qui vont ne rien vouloir dire, et d'autres qui vont être plus humaines, on va dire, et à chaque fois générer une image correspondante derrière. Et ensuite, je suppose qu'on va être limité après en termes de données, mais aujourd'hui aussi, on parle aussi de l'ordinateur quantique qui pourra peut-être permettre de faire de plus en plus d'opérations et accélérer peut-être les processus. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça, quoi ? Alors, donc une IA qui générerait automatiquement les prompts. Donc moi je lui dis un mauvais prompt et puis il y a l'IA qui va être capable de réécrire le prompt. C'est ça auquel vous pensez ? Bon, générer une image par rapport au prompt, ça existe déjà. Ça c'est Midjourney. Donc ça. Plutôt qu'une personne
personne physique donne le texte, que ça soit vraiment une seconde IA qui propose des textes. Qui propose des prompts alors? Oui, des prompts. D'accord. À partir de ce que moi je lui aurais dit. Ah non, tu veux dire n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Donc on lui dit génère n'importe quoi comme prompt. Et après, puis il y aura certainement une personne qui va valider le résultat final. Mais... Ouais. Mais ça dépend ce qu'on cherche. Voilà, encore une fois, si une IA, voilà, pourquoi vous demanderiez à une IA de générer des prompts aléatoires pour générer des images aléatoires? Voilà. On peut. Pour enrichir sa base de données. Mais sa base de données, il faudra qu'on la, comme vous dites, qu'on la qualifie en disant est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça répond à telle attente. Vous voyez, il y a l'IA toute seule, si elle tourne en boucle comme ça, voilà, comme vous dites, il y a besoin à un moment d'un contrôle humain. Voilà. Est-ce que c'est dans le prompt initial ou est-ce que c'est à la sortie de l'image? Et à la sortie de l'image, comment moi je pourrais dire tiens, cette image elle est bien, sachant que je ne sais pas pourquoi on l'a dessinée. Vous voyez, si je ne connais pas le but, les messages que je veux faire passer par mon image, comment je peux qualifier cette image? Alors après, ou alors c'est une autre question, c'est une œuvre d'art. Donc notre IA va générer une image qui est belle en soi. Elle n'a pas de signification, mais elle nous plaît parce qu'elle est belle, donc ça, bon, ça pourrait être ça. Et alors arriverait à ce moment-là la question de est-ce que l'IA est une artiste parce qu'elle a généré de cette façon-là des images qui sont magnifiques et qu'on n'aurait pas pu créer autrement. Donc là, Et puis pour finir sur l'ordinateur quantique, en effet, donc par rapport aux limitations qu'on voit aujourd'hui sur les puissances CPU qui font qu'on commence à se poser des questions, est-ce que c'est pertinent d'avoir une IA pour tel ou tel sujet? L'ordinateur quantique est une piste. Voilà. C'est une piste, mais c'est pas la panacée non plus. Parce que l'ordinateur quantique, c'est pas un ordinateur qui va calculer plus vite qu'un ordinateur aujourd'hui, c'est un ordinateur qui va calculer autrement. Et donc, on ne pourra pas demander, par exemple, si vous demandez 3 x 4 à un ordinateur quantique, il va dire, ah, peut-être ça fait 8, peut-être ça fait 9, souvent ça va faire 12, mais pas à tous les coups. Voilà. Donc, c'est ça un peu le problème de l'ordinateur quantique, c'est que sur des sujets très pointus, il ne va pas être bon. En revanche, sur les sujets d'exploration, voilà, pour jouer aux échecs, par exemple, lui va pouvoir explorer des milliards et des milliards de en même temps, comme chaque bit quantique qui peut être dans plein d'états différents. C'est sans doute un moyen d'explorer plus vite des combinatoires énormes. Après, est-ce que ça veut dire qu'on va trouver la solution optimum? On ne sait pas. Mais voilà. Donc c'est pour ça, l'ordinateur quantique, c'est un moyen pour résoudre certains problèmes mieux. Mais déjà, c'est pas demain la veille. Et d'autre part, pas tous les problèmes pourront être résolus avec l'ordinateur quantique. Est-ce que votre travail sur l'intelligence artificielle a modifié votre regard sur l'intelligence humaine? Oh oui. Et voilà. Et donc, plus je connais l'intelligence artificielle, plus j'aime les gens. Et avant, je faisais des robots et c'était pareil, quoi. Donc, c'est quel que soit imbécile que vous avez en face de vous, il est tellement plus fort que sur certains sujets que l'intelligence artificielle. C'est touchant. Voilà. Je trouve que cette capacité qu'on a... Par exemple, un truc qui ne marche pas du tout, je ne sais pas si Chloé Clavel, donc, qui parlait ce matin, une spécialiste de l'affective computing, c'est-à-dire comment l'ordinateur peut interpréter nos émotions, transmettre des émotions. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Alors qu'on a tous vu, alors je ne sais pas si vous avez tous vu les séries du genre Lie to Me, où il y a un gars qui regarde un frémissement de la paupière gauche et il en déduit que vous mentez, etc. Et donc on s'était dit, on va pouvoir coder tout ça dans un ordinateur qui va repérer le frémissement de la paupière gauche et du coup on pourra, voilà, ça marche pas. Parce que le frémissement de la paupière gauche, ça marche quand même sur des gens, mais pas sur d'autres. Et puis après, trouver des enregistrements pour l'apprentissage d'un frémissement de paupière gauche, ça veut dire qu'il faut qu'on force les gens à mentir, ça veut dire que... Voilà. Et donc acquérir de la donnée de l'être humain pour faire de l'apprentissage, pour que la machine reconnaisse ce que nous reconnaît, c'est super compliqué. Et donc nous... Voilà. De la même façon que vos enfants, ils ont vu 2 fois un chien, ils reconnaîtront tous les chiens du monde après. Alors que l'IA, il faut qu'elle ait vu 1 million d'images de chiens, si possible 10 000 de chaque race à chaque fois, pour pouvoir reconnaître un chien après. Et c'est là qu'on voit que l'intelligence humaine, quand même, il y a quelque chose, voilà, dans la mécanique du cerveau humain qu'on n'a encore pas bien compris, quoi. Et de la même façon, excusez-moi, reconnaître les émotions chez les gens, voilà, je trouve que
qu'on soit plus ou moins empathiques les uns ou les autres, on a quand même ça en nous, qui est qu'on reconnaît si les gens ils sont tristes, ils sont énervés, ils sont en colère, ils sont fatigués, ils sont agacés. Voilà. On est quand même tous, on est plus ou moins bon là-dedans, mais on a quand même des bases qui font qu'on est meilleur que n'importe quelle intelligence artificielle. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, je me posais une question sur les données, justement. Vous nous avez expliqué que plus on donne de données, plus l'IA est précise. Mais justement, il y a certains domaines, je pensais en particulier à la médecine, où les données sont protégées, donc on ne peut pas lui proposer autant de données que l'on voudrait. Du coup, comment on fait pour développer ces IA Alors, les données médicales, on va demander la permission aux gens de les utiliser. Donc, c'est pas parce que les données personnelles et médicales sont personnelles qu'il est interdit de s'en servir. Il y a des règles, et on va dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos données, on s'en serve dans une étude d'IA? Donc ça, c'est une première façon déjà. Mais c'est très réglementé, il faut s'engager à ce que les données elles soient protégées, qu'il y ait des mots de passe, que tout le monde ne puisse pas. Et il faut dire aussi, je prends vos données personnelles parce que je veux faire une étude très précise sur la détection du cancer machin. Voilà, vous ne pouvez pas dire, je prends vos images parce qu'un jour j'en aurai peut-être besoin. Voilà, ça, on n'a pas le droit. Le RGPD dit, c'est pas permis de faire ça. Donc, première chose. Et deuxième chose, alors je pensais que vous alliez me poser une autre question, donc je la poserai à votre place. Voilà, la deuxième chose, avant de passer à la mienne, c'est de dire, on peut faire maintenant des images de synthèse. On peut dire, mais bon, l'image de synthèse, c'est un peu traître, parce que si vous faites une image de synthèse, ça veut dire que vous savez déjà ce que vous cherchez, puisque vous avez demandé à le synthétiser. Donc vous avez déjà un élément de réponse en vous, donc c'est pas vrai. Et le dernier point, voilà, que je pensais que vous alliez me dire, et qui était très malin, et ça m'étonne pas de vous, c'est qu'il y a aussi des cas où on n'a pas beaucoup d'exemples. Voilà, des maladies très rares, eh ben, on n'a pas beaucoup d'exemples. Et comme l'IA est basée sur la répétition, j'ai vu beaucoup de cas, et donc je sais le reconnaître. Quand il y a très peu d'exemples, par exemple, les pannes sur les voitures Renault, c'est super rare. Et du coup, comment vous voulez faire de l'apprentissage pour reconnaître une panne à l'avance, quand vous n'avez jamais de panne? Ouais, voilà, donc ça arrive des fois. J'ai entendu parler de cette théorie que des fois les voitures Renault sont en panne. Mais ouais, donc comment on fait? Eh bien là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre, on ne va pas apprendre la panne, on va apprendre le fonctionnement normal. Et donc on va essayer d'apprendre en disant, voilà, ça c'est une voiture qui marche bien, une Renault, normale, donc elle marche bien, et donc regarde, IA, comment une voiture marche bien quand elle marche bien. Regarde comment c'est, comme c'est beau une voiture qui marche bien. Et qu'elle soit juste capable de dire, tiens, là ça ne marche pas comme d'habitude. J'avais vu tous les cas où une voiture marchait bien, c'était comme ça, et là, c'est pas pareil. Donc je ne peux pas dire que c'est une panne, je ne peux pas identifier une panne, parce que j'en ai jamais vu des pannes. En revanche, je peux dire ça ne se passe pas comme d'habitude. Par exemple, dans la cybersécurité, voilà, c'est un des points. Comme on n'a jamais vu forcément toutes les attaques qu'on va avoir, en revanche, ce qu'on peut, c'est essayer de reconnaître ce qui se passe quand un ordinateur n'est pas attaqué, c'est quand même la plupart du temps, et puis de voir un jour qu'il y a un comportement anormal. Et ça, cette détection d'anomalies, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve sur le cas des inconnus. Là, vous voyez, quand la voiture tombe devant un obstacle qu'il n'a jamais vu, eh bien, il va falloir qu'on détecte que, tiens, ça fait partie de trucs que j'ai jamais vu. Et ça, c'est assez compliqué. Hein. Donc là, il y a en ce moment, on travaille sur le sujet. Reconnaître l'anormal, là aussi, pour nous, êtres humains, c'est assez facile de reconnaître une situation anormale. Pour une IA, c'est compliqué. Et donc là, il y a vraiment des très belles recherches sur le sujet en ce moment. Et on va prendre la dernière question, ici. Bonsoir. Comment est géré le problème de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les IA génératives? Leur production appartient à qui? Celui qui a entraîné l'IA, au prorata des données qui ont servi à l'entraîner, etc. Voilà. Alors on va faire appel à un avocat ici, mais bon. Non. C'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je pense que ça dépend un peu de... moi, j'ai entendu deux sons de cloche, en fait. La première, c'est tout appartient à celui qui a inventé l'IA générative. Et puis l'autre, c'est... je pense que donc, tout appartient à celui qui a créé cette IA, parce que c'est lui qui a fait le moteur. Et après, il y en a d'autres qui disent c'est celui qui a fait le prompt, celui qui a dit « Tiens, dessine-moi ça », c'est lui qui est propriétaire de ça. Donc je ne sais pas très bien où on est pour en être tout à fait... Mais en tout cas, ce qui est sûr,
Voilà. C'est que c'est pas l'IA qui est propriétaire. Parce qu'il y a eu, il y a un des collègues de Maître Chaput qui travaille là-dessus sur donner une personnalité juridique aux intelligences artificielles. Et donc c'est l'intelligence artificielle qui est propriétaire de ce qu'elle crée. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une existence juridique de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est un cas intéressant, mais aujourd'hui, plus prosaïquement, voilà, c'est une personne qui est propriétaire, c'est l'entreprise qui a créé l'IA générative, et c'est tout. Voilà, c'était la dernière question. On peut remercier Rodolphe qui va... Allez-y. Et si vous avez d'autres questions, Rodolphe va se mettre à la table qui est juste derrière, où il a des exemplaires de son dernier livre, Dernière nouvelle de l'intelligence artificielle chez Flammarion. Voilà, bonne soirée à vous.